Bonjour à tous, donc on continue le cours de ACT 6100 d'analyse des données. Donc on a fini la partie sur les modèles prédictifs et je passe un petit peu de temps sur un sujet un petit peu connexe, mais qui est à mon avis important dans ce cours d'analyse des données en assurance, c'est tout simplement les données non classiques. Okay, enfin, en tout cas, qui ne se mettent pas sous la forme d'une base de données standard et sur lesquelles il faut réfléchir un petit peu plus avant de pouvoir commencer à faire de la modélisation. Donc je vais basculer sur mes slides, ce sera aussi simple. Donc, ouais, je vais peut-être juste continuer un tout petit peu mon intro, mais ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était des données relativement simples, dans le sens où en fait, on a toujours eu un format de base de données. Okay, on a toujours eu ce format où on avait des observations I. Donc I, ça correspondait à une ligne qui pouvait correspondre à une observation. Donc on était quand même allé chercher des objets un petit peu plus tordus à la fin du dernier cours, en particulier des images. Mais une image, je vous disais, fondamentalement, c'est un tableau de données. En noir et blanc, c'est une matrice de données. Et une matrice, il suffit de la vectoriser. Et tout d'un coup, ça va me donner un certain nombre de variables clairement identifiées. Donc on va avoir des variables classiquement ici. Donc la colonne J correspondra à une variable XJ. Puis dans le lot, forcément, j'ai oublié de le faire ressortir, mais il y en a toujours une, en tout cas dans les modèles supervisés, qui nous intéresse davantage, qui est cette variable Y. Okay, donc pour l'instant, les données étaient toujours cette forme-là, c'est-à-dire une base de données, une matrice avec des MIJ, et essentiellement, donc c'était ce point que les observations I elles sont caractérisées par un certain nombre d'informations, mais c'est toujours les mêmes informations. Donc on a, par exemple, si jamais j'ai la taille de mes élèves, pour l'élève 57, j'ai éventuellement son genre, j'ai sa taille, j'ai son poids et j'ai d'autres types de variables. Mais on a toujours les mêmes informations pour tout le monde. Alors, des fois, il y a des valeurs manquantes, mais ça reste fondamentalement des matrices dont le format est prédéfini. Okay, donc, je voulais parler de plusieurs types de... Alors, à la fois de types de données et types de variables. On verra ce dont on a le temps de parler. Alors, il y a un point, encore une fois, je n'en parlerai pas dans ce cours parce que ça a été délibérément exclu du programme, c'est l'aspect temporel. Donc, il y a un premier point qui est le fait que des fois, on a des données qui ne sont pas sur des individus, mais qui sont des observations qui arrivent à la date 1, 2 et grand T. Donc, ça, c'est un type de données un petit peu particulier. Donc, il y a des modèles pour ça, des séries temporelles. Ça pourrait être intéressant, par exemple, si jamais on veut faire des modèles prédictifs, en particulier tout ce qui est online learning, où on apprend progressivement. Okay, donc à chaque date, on a un modèle qui va se mettre à jour et on va apprendre de ce modèle. Alors j'en avais parlé un tout petit peu dans l'introduction, où je présentais un peu tous les modèles. Par exemple, je vous avais parlé de tout ce qui était l'apprentissage par renforcement, où on va prendre des décisions à chaque date qui, en plus, risquent d'avoir des impacts sur la suite. Okay, donc ça serait dans un cadre dynamique. Alors je ne vais pas en parler ici, parce que, encore une fois, ça avait été exclu. Il y a plusieurs types de données qu'on va essayer d'appréhender dans cette section. Alors la première par laquelle je vais commencer, c'est les réseaux. L'idée des réseaux, c'est que mes observations ne sont pas du tout indépendantes. Alors, ce n'est pas le même type de dépendance que dans les séries temporelles, mais c'est le fait qu'éventuellement, l'individu I, ou on va l'appeler I1, et l'individu I2, en fait, se connaissent, okay, donc sont connectés. Puis éventuellement, I2 est connecté à I3. Qui est connecté à I4, qui en fait est aussi une connaissance de I1. Donc on va voir arriver cette notion de graphe et de réseau, okay, qui va induire des choses un petit peu particulières sur plein de sujets en lien avec la science de données. Le point sur lequel je terminerai, ce sera le fait qu'échantillonner quand on est sur un graphe, c'est compliqué. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre des individus complètement au hasard, parce que dans ces cas-là, je perds complètement toute la structure de graphe qui me permet de faire beaucoup de choses, en particulier en termes de gestion des risques. Donc les réseaux, ce sera l'objet de slide qui va commencer ici. A priori, je devrais avoir le temps pour vous faire deux autres petites capsules. L'autre sera plutôt sur les aspects spatiaux, qui est un sujet autour duquel on tourne beaucoup depuis le cours précédent, depuis le cours de modèle linéaire. C'est que certaines variables, x4 par exemple ici, est une information spatiale. Okay, donc cette information peut être de toutes sortes de nature. Ça peut être dans quel comté est-ce que la personne habite. Donc si jamais j'ai dans mes exemples que j'ai pour mon cours de modèle linéaire, assez souvent je prends des données par comté. Okay, donc on a éventuellement aussi un code postal, on a un comté, on a en tout cas une zone géographique clairement délimitée. Et ce qui se passe, c'est que des fois, j'ai des personnes qui habitent dans deux zones voisines. Okay, donc éventuellement, je pourrais être dans la zone 1, mais
le fait que des personnes soient dans ma zone, ça m'intéresse, mais peut-être que si jamais ils sont dans la zone à côté, ça peut être intéressant. Et ça, si jamais je mets des variables factorielles, bah, on n'en tient pas compte. Okay, alors, on va voir qu'il y a des connexions avec les graphes, en fait. C'est que ces deux régions ici sont connectées parce qu'elles sont voisines. D'accord. Mais les aspects spatiaux, ça va être intéressant parce que dans beaucoup de cas, on a cette variable spatiale qui intervient. Ça peut être éventuellement, je peux regarder des trajets de voiture. On peut regarder si jamais une personne, donc on met un boîtier GPS dans sa voiture et on suit ses trajets, puis on essaie de voir si jamais elle passe dans des zones à risque, si jamais elle traverse à l'heure où il y a le plus de congestion sur une certaine route, et donc ce qui la rend potentiellement un peu plus dangereuse, et toutes sortes d'affaires. Donc les données spatiales sont des données un petit peu particulières, essentiellement car d'ailleurs se pose un vrai problème qui est un problème de projection, dont on parlera, et l'autre intérêt c'est de faire de la visualisation. Donc j'ai finalement assez peu parlé de visualisation dans ce cours, même si ça pourrait être l'objet de beaucoup de discussions, mais voilà, ce sera l'occasion de revenir sur les données spatiales, parce que des fois on a envie de voir nos données. Et le dernier point, ce sera potentiellement les données textuelles. Donc les données textuelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une observation I, bah, ça va être un texte. Ça pourrait être un article sur Wikipédia, ça peut être un arrêté d'une cour dans le cas d'un accident corporel. Okay, donc ça peut être un document textuel dans lequel il y a de l'information. Et là, on arrive tout de suite à un vrai problème, c'est les données non structurées, dans le sens où dans mon observation I, donc on avait vu les images, donc une image c'est facile, c'est clairement délimité en termes de taille. Okay. Ici, on va plutôt récupérer un corpus de texte qui sera plus ou moins grand, avec plus ou moins de mots, plus ou moins de complexité linguistique et ce genre de choses. Avec éventuellement plusieurs langues aussi. Je pourrais avoir un document en français puis un autre document en anglais et ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais évoquer à la fin de ces capsules. Donc, on est dans à la toute fin du cours. Hein, les fêtes de Noël arrivent. Donc, c'est juste quelques capsules pour le dernier cours, essentiellement pour donner une ouverture sur des champs d'application possibles. Donc, je vais aussi être un petit peu rapide. Okay, j'ai prévu pas mal de slides, mais il y a beaucoup de dessins. L'idée, c'est plutôt de sensibiliser et de donner une première introduction, en tout cas à la terminologie et au type de problème qu'on fait face quand on rencontre soit des données de réseau, soit des données spatiales, soit des données textuelles. Okay. Donc des réseaux, ça va être ce genre de choses. Les réseaux, vous avez forcément déjà vu ça. Il y a un endroit dans le programme où vous voyez de manière très explicite des réseaux, c'est les chaînes de Markov. Donc les chaînes de Markov sont explicitement construites sur des graphes, dans le sens où il y a l'espace d'état de votre chaîne de Markov, okay, donc qui sont des variables factorielles, techniquement, okay, et la personne va passer d'un état à l'autre, la personne ou l'entreprise, d'accord, donc ça peut être une note, ça peut être ce genre de choses, et donc on va se balader sur ce graphe. Okay. Donc je parlerai assez peu des chaînes de Markov, sauf à quelques moments à la fin, en tout cas quand je parle des choses un petit peu plus compliquées, en particulier quand on introduira des algorithmes éventuellement je parlerai un petit peu de Google, d'algorithmes qui donnent une centralité d'une page Internet dans le World Wide Web. Donc le World Wide Web, c'est l'idée que plein de documents sont interconnectés entre eux via des liens hypertextes. Et Google, ce qu'il fait, c'est quand on tape un sujet, c'est qu'il va les chercher, en tout cas pour faire son ranking, pour mettre les documents les premiers, c'est ceux qui sont les plus centraux dans le graphe, et donc qui à la fois attirent des liens, mais qui aussi en renvoient vers l'extérieur. Donc c'est les pages par lesquelles on est obligé de passer. Okay. Donc c'est ce dont on va parler, mais à ce moment-là, effectivement, les chaînes de Markov interviendra, puisqu'on aura des marches aléatoires parmi les pages du net. Mais les graphes, ça va être ce genre de choses, avec ici toutes sortes de problèmes qui sont visualisés. Hein. Par exemple, sur le graphe, donc déjà, il y a la représentation du graphe. Donc ça, on en parlera un petit peu pour commencer. Donc comment est-ce que je définis un graphe? Alors je vous montrerai plusieurs exemples de ce que c'est qu'un graphe. On va se poser des questions en termes de ce qu'on appelle la centralité. Donc on va s'intéresser aux nœuds. Donc les nœuds, ça va être les petits cercles sur ce graphique. Donc le nœud, c'est le petit point qui se trouve là. Et on se demande à quel point est-ce que ce nœud est central. Donc ça, on voit tout de suite l'intérêt. Hein. C'est des intérêts géostratégiques, par exemple, en termes de sécurité. Donc ça peut être de la sécurité. Par exemple, je crois que je cite un exemple des différents métros dans plein de pays du monde. C'est qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on est obligé de fermer une station pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bloque complètement le trafic sur tout le réseau de métro, ou au contraire, est-ce qu'il y a des stations qui sont moins graves que d'autres?
Si jamais le métro peut continuer de passer sans s'arrêter, est-ce que c'est un endroit où il y a une correspondance, par exemple, ce genre de choses. L'autre impact, c'est le risque financier. Toutes les banques se prêtent de l'argent entre elles. Qu'est-ce qui se passe si jamais une banque fait faillite? À quel point est-ce que tout le château de cartes s'effondre? Donc ça dépend fortement de l'interconnectivité entre les banques, et les banques très centrales, forcément, on va essayer de les sauver. Donc ça, c'est la notion de centralité. On voit des notions de trajet. D'accord. Donc on va essayer de rejoindre des amis. Donc ça aussi, on terminera là-dessus, en particulier sur le problème de tout ce qu'on appelle le tout petit monde. Le fait que dans un gros réseau, pensez à un réseau de type Facebook, on est tous à 6 degrés de connexion les uns des autres. Donc c'était la fameuse phrase de tout le monde est à 6 poignées de main de Barack Obama à l'époque, qui effectivement dit que via 6 connaissances, vous pouvez connaître un petit peu tout le monde. Donc pensez aussi à LinkedIn. Quand vous êtes sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, en tout cas dans un contexte professionnel, qui sont toujours à 2 ou 3 portées de main de vous, essentiellement parce que les amis de vos amis de vos amis finissent par être quasiment toutes les personnes auxquelles vous pourriez avoir accès, et généralement ça devient relativement grand. Et le dernier point, c'est les notions de cluster. Donc on avait évoqué en modèle non supervisé, où on avait dit on a des points, on essaie de les regrouper. Là, les points vont être un petit peu particuliers, parce que ce n'est pas juste des points qui sont dans l'espace, c'est que ça va être des points connectés. Et donc, on va essayer de créer des groupes qui sont les plus homogènes entre eux, dans le sens où ils sont très connectés entre eux, mais assez peu connectés avec les autres. Donc, on va rajouter une dimension qu'on n'a pas du tout dans les modèles non supervisés, qui est l'interconnectivité entre les individus. Alors, au niveau de la terminologie, un graphe, on vient de le voir, il y a essentiellement 2 points. Il y a les petits ronds et les petits bâtons. Donc les petits ronds, c'est les nœuds. Donc ce sont les individus. Ça sera les banques. Ça sera les pages sur Internet. Pensez à, par exemple, le graphe de Wikipédia. Wikipédia est une encyclopédie qui contient énormément de liens hypertextes à l'intérieur. Donc quand vous cherchez un article, assez souvent, par exemple, chercher un article sur, par exemple, le réseau ou graphe, éventuellement, vous aurez des renvois vers beaucoup d'autres disciplines, beaucoup d'autres pages qui utilisent des réseaux. Vous aurez des propriétés mathématiques. Donc, par exemple, à un moment, on vous parlera de matrice, et derrière le mot matrice, il y aura un lien hypertexte qui emmènera vers la page matrice, et ce genre de choses. Donc, beaucoup de pages sont interconnectées. Donc, on peut dire qu'un petit cercle, un nœud, ça sera une page de Wikipédia. Et le petit trait, c'est une connexion. Donc la connexion, c'est ce qu'on appellera en anglais un link, un edge pardon. C'est une connexion entre 2 nœuds. Donc dans des réseaux de type amis, ça peut être est-ce que ces 2 personnes sont amies entre elles? Donc ça sera un lien. Alors je vais peut-être aller un petit peu plus loin. On va avoir des liens qui sont bidirectionnels, on va avoir des liens qui sont unidirectionnels. Les liens unidirectionnels, ça peut être par exemple des envois de courriel. Donc vous avez des nœuds. Il y a un gros graphe qui existe, qui est le graphe d'Enron. Donc Enron avait fait faillite. Et après la faillite, il y a tous les courriels qui ont été envoyés entre le management de l'entreprise, entre eux. Et donc, on voit qui envoie des courriels à qui, avec un aspect dynamique. Donc, l'aspect dynamique, on l'oubliera, là encore, ce n'est pas l'objet de ce cours. Mais on voit que des personnes envoient des courriels à d'autres, qui ensuite en envoient à d'autres, et on peut voir des chaînes comme ça se constituer. Sur Twitter, il y a le fait de une personne suit une autre. Donc, la flèche peut être suivre. Ça peut être un like. J'aime un tweet. Donc, quand on met un like à quelqu'un, c'est sous-entendu, je le mets à quelqu'un. Dans ces cas-là, on va se retrouver connecté avec cette personne via un like. Donc, c'est tout ce genre de relations. Alors, il y a un autre type de graphe que vous connaissez aussi forcément, qui sont les arbres généalogiques. Donc là, on a des individus, et les liens qui existent sont soit des liens matrimoniaux. Donc, éventuellement, ça peut être entre le père et la mère. Donc, il va y avoir une connexion entre eux parce qu'ils sont mariés, ou alors ils ont des enfants ensemble. Et l'autre lien, c'est celui qui est transgénérationnel, qui permet de passer des enfants à leurs parents. Donc ça, c'est un graphe aussi un peu particulier, c'est un arbre. Donc ça induit une certaine forme de représentation du graphe. Donc, juste pour formaliser un tout petit peu, donc mon graphe, il va contenir toutes sortes de choses. Donc il y a les vertices, les nœuds. Donc j'en ai un certain nombre, j'en ai NV. C'est mon ensemble V. Et ensuite, je vais avoir des relations. Donc là, on est dans le cas d'un... donc on va se demander, est-ce qu'il y a une relation entre l'individu I1 et l'individu I2? Donc ça peut être unilatéral ou pas. Donc ça va être caractérisé par l'existence d'une connexion entre les nœuds. Donc supposons que j'ai 3 nœuds. Dans ces cas-là, j'ai potentiellement
3 connexions possibles. Okay, donc les 3 connexions possibles, c'est simple, c'est est-ce que 1 est connecté avec 2, est-ce que 2 est connecté avec 3, est-ce que 2 est connecté, est-ce que 1 est connecté avec 2, est-ce que 2 est connecté avec 3, et est-ce que 1 est connecté avec 3. Okay, donc on va se retrouver avec une existence possible, donc 0 ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, et 1 c'est qu'il y aura au contraire un lien, et tout ça peut se stocker dans une matrice un peu particulière qui est la matrice d'adjacence. Okay, donc la matrice adjacence, c'est la matrice, en l'occurrence ici ce sera une matrice 3-3, okay, donc qui va me relier mes trois nœuds à mes 3 mêmes lieux. Okay, donc je reviendrai un petit peu sur les propriétés de cette matrice d'adjacence. Donc la matrice A, ce sera une matrice qui n'aura que des 0 et des 1, et qui me permettra de voir s'il existe des connexions entre les nœuds. Donc la taille, c'est tout simplement le nombre de nœuds qui existent dans mon graphe. Okay, alors, je peux aussi dire qu'il y a une collection de nœuds, une collection de combien j'aurai de edge, donc de connexions. Donc j'en ai NE, okay, qui est, on peut le borner, d'accord, ça ne peut pas être n'importe quoi, mais ça éventuellement je peux avoir un graphe énorme avec 1000 personnes, mais peut-être 5 connexions. Okay, donc supposons que je prenne des individus et je regarde les films qu'ils ont vus. Si jamais je prends les 100 films, les 1000 films les plus populaires, dans ces cas-là, c'est pas évident que beaucoup de monde ait vu beaucoup de films. Okay, donc, par information, ce type de graphe, d'ailleurs, s'appelle un graphe bipartite, où on essaye de connecter des objets de 2 natures différentes. Ça va être des individus et des films. Okay, donc, on va toujours prendre des individus, des nœuds qui sont dans une catégorie pour les relier avec des nœuds qui sont dans l'autre. Okay, les graphes bipartites, on va les retrouver dans plein d'endroits. On va les retrouver aussi dans le marché du travail. Par exemple, vous avez des individus qui ont des caractéristiques et des employeurs. Okay, puis on essaye de matcher tout ça. Donc, on essaie de voir qui a passé des entretiens avec qui. Okay, on va les trouver aussi dans l'étude de la fraude. Donc éventuellement, quand on essaie d'étudier des problèmes de fraude en assurance, on sait assez peu si les gens sont connectés. Okay, on n'a pas forcément accès à leur compte Facebook, à leurs informations sur Facebook. Mais par contre, on sait que 2 personnes ont acheté leur voiture dans la même succursale. Puis elles vont chez le même garagiste. Puis elles ont peut-être la même banque aussi. Donc on peut créer une espèce de connexion via les différents contacts qui sont présents quelque part dans le contrat. Okay, donc, on a ces nœuds et on a ces liens. D'accord. Alors, il y a une information qui sera très importante, sur laquelle on travaillera beaucoup, c'est ce qu'on appelle le degré. Donc, le degré, c'est combien est-ce qu'un nœud a de connexion. Okay, alors, éventuellement, la connexion, j'appellerais ça ami. On va faire un réseau type Facebook. Okay, donc, un nœud est une personne et je me demande combien une personne a d'amis. Okay, donc, c'est le genre de choses qu'on essaiera d'étudier. Donc, c'est ce qu'on appellera le degré, donc la fonction D qui va s'appliquer sur V. Okay, donc, D, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des nœuds, okay, et qui sera à valeur dans 0 et qui va aller en gros jusqu'à NV-1, okay, essentiellement parce que je ne peux pas être en contact avec moi-même. Donc, au maximum, je suis en contact avec tous les autres et donc il en reste NV-1. Okay. Donc ici, je vous ai mis un lien de tout type de graphes qui sont étudiés. Je vous ai déjà un petit peu parlé du nœud du graphe d'Internet. Donc le graphe d'Internet, c'est le fait qu'on ait des ordinateurs qui soient connectés. Il y a le web. Le web, c'est le fait qu'on ait des pages qui soient connectées entre elles. Il y a des liens hypertextes. Dans le monde scientifique, on a des liens ou des graphes de publication. Donc on sait éventuellement qui publie avec qui ou qui cite qui. Okay, donc on peut tous les nœuds correspondront aux différents auteurs des papiers et on peut voir qui a tendance à citer qui. Okay, on parlera des réseaux d'amis dans lesquels on a des personnes qui se connaissent et on essaie de voir des liens qui peuvent exister entre eux, ou alors dans les problématiques de transport, éventuellement des aéroports qui sont connectés entre eux. Puis je vous renvoie au graphe que vous voyez tous dès que vous prenez l'avion. Quand vous regardez la dernière page du magazine qui est située dans le siège devant vous, vous avez toujours ce graphe où on voit, où on vous montre en gros que la compagnie avec laquelle vous voyagez peut vous emmener partout dans le monde, moyennant le fait d'accepter au moins une correspondance. Et donc on voit tous les graphes comme ça qui vont se constituer. Okay. Donc, je vais juste vous montrer après des petits dessins. Alors, le point important, c'est la matrice d'adjacence. Okay, ce sera essentiellement par cette fonction-là qu'on va décrire les réseaux. Okay, donc ma matrice d'adjacence, je vous rappelle, c'est cette matrice qui contient des 0 ou des 1, 1 indiquant la présence d'un lien entre deux nœuds, okay, et 0 indiquant l'absence de nœud. Alors, on va se limiter à ces graphes ici. Juste pour votre culture, il existe des graphes un peu plus complexes dans lesquels on peut introduire une notion de flux. Okay, ce sera en particulier le cas quand vous voulez faire par exemple de l'étude des transports, où vous essayez
de mettre le nombre de personnes qui partent d'un point A pour aller à un point B. Okay, donc le flux sera intéressant. Et donc ce type de graphe a été beaucoup étudié en recherche opérationnelle, par exemple l'étude des flux. En particulier, vous avez beaucoup d'articles à l'époque de la guerre froide, où donc toute la grande époque de la recherche opérationnelle, où on essayait de deviner en combien de temps est-ce que l'armée soviétique allait pouvoir déplacer des soldats qui étaient cantonnés à l'est vers l'ouest et vers l'Europe. Okay, donc pour ça, on avait accès à un graphe de chemin de fer. Et donc, on pouvait voir les flux. Donc, en se disant, si jamais on envoie des trains, donc on essayait d'imaginer les capacités de train qu'il y avait, on essayait de voir déjà quels étaient les points stratégiques. Donc, ça, c'est d'un point de vue militaire intéressant. C'est qu'on a souvent intérêt à bombarder ces endroits hautement connectés en disant, si jamais cette gare n'existe plus, tout d'un coup, ça va complètement tout bloquer. Okay, mais l'idée, c'était vraiment de travailler sur des flux. Okay, qui se baladent le long du graphe. Donc, c'est l'étape qui va après, où on n'est plus juste sur du 0,1, mais on indique la quantité qui est envoyée. Okay, alors, sur mon graphe de courriel d'Enron, on pourrait aussi dire combien de courriels ont été envoyés. Okay, peut-être juste savoir qu'il y a un courriel qui est envoyé, c'est pas assez, et on pourrait se demander combien de courriels ont été envoyés. Okay, donc, ma matrice d'adjacence, elle va être de cette forme-là, c'est une matrice avec des 0 et des 1. Petite information, je ne suis jamais connecté avec moi-même, donc les AI sont égaux à 0. Okay, et donc, on n'a rien sur la diagonale. Et quand je regarde sur une ligne, d'accord, donc je vous mets ici la ligne 2. Okay, la ligne 2, pour l'individu 2, me dit quels sont les individus qui sont connectés avec 2. Donc, on voit qu'il y a l'individu 1 qui se trouve là et l'individu 4 qui se trouve là. Okay, alors, on le voit en tout petit, malheureusement, j'écris dessus, mais il y avait des lettres A, B, C, D. Okay, donc, ici, on voit effectivement que la deuxième observation est connectée avec la première et la quatrième. Okay, donc, tout ce graphe qui est dessiné à droite est représenté dans cette matrice-là. Donc, on voit aussi que c'est un graphe non dirigé, dans le sens où si 2 est connecté avec 1, on voit aussi que 1 est connecté avec 2. On voyait que 2 était connecté avec 4, mais on voit aussi que 4 est connecté avec 2. Okay, donc, le fait que ma matrice soit symétrique, ça veut dire que mon graphe n'est pas dirigé. On reparlera un petit peu plus tard de ces notions de direction. Ça rend les choses plus compliquées, mais au niveau formel, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vous mets quelques exemples de graphes. Donc, ici, c'est un graphe que vous avez peut-être déjà vu. C'est le graphe de Game of Thrones. Donc, on est sur tous les personnages. Alors, je ne sais plus si c'est sur les livres ou sur la série, mais on voit des liens qui existent. Alors, de mémoire, c'était fait sur les livres, dans le sens où ce sont on regarde différents personnages et on regarde s'ils ont été présents dans le même chapitre. Okay, donc, ils sont connectés à partir du moment où ils apparaissent tous les deux dans le même chapitre. Et donc, on voit qu'il y a des histoires qui sont relativement déconnectées. Donc, on a ici, alors les couleurs sont liées à des familles. Okay, donc, on voit ici qu'on a des familles qui sont globalement relativement déconnectées. Alors, j'ai du mal à vous faire le lien avec les oranges, mais on voit qu'on est assez déconnecté. Okay, donc, on a des graphes, on a des notions de cluster qui apparaissent. Là, l'intensité qu'il y a entre chacun des personnages montre à quel point est-ce qu'ils sont souvent présents. Okay, donc, 2 personnages qui sont présents juste 2 fois, on met juste un petit trait. Au contraire, si jamais il y a une quinzaine de chapitres dans lesquels ils sont présents ensemble, dans ces cas-là, on va avoir quelque chose de relativement fort. Okay, donc, on a ce graphe-là. Ici, un autre graphe, c'est un graphe dirigé, cette fois, des ventes d'armes. Okay, donc, on voit l'exportation d'armes. Donc, on a les producteurs d'armes qui sont indiqués en haut à droite sur chacun des graphiques. Okay, donc, on peut voir vers qui la Russie exporte ses armes. Okay, donc, la Russie exporte vers le Venezuela, l'Algérie, l'Inde, le Vietnam, la Chine. Okay, donc, on a ce graphe. Alors, il est un peu particulier dans le sens où on l'a superposé sur une carte. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez classiques, effectivement, si jamais vous avez des données spatiales, de matcher une information de graphe avec la visualisation cartographique. Okay, donc là, on voit qui vend à qui. Okay, on pourrait faire le graphe dual qui serait je prends tous les pays, puis je regarde d'où est-ce qu'ils importent leurs armes. Okay, c'est un graphe un peu moins riche parce qu'il y a beaucoup plus d'importateurs d'armes que d'exportateurs. Mais voilà le genre de graphe, un graphe assez classique. Un graphe intéressant, qui vient d'un article de sociologie, c'est l'étude des liens d'amitié entre les enfants à l'école secondaire. Okay, donc, on a différentes classes. Donc, les classes correspondent aux couleurs ici. Okay, donc, on voit les enfants qui sont connectés. Donc, on a des flèches. Alors,
l'amitié est définie par un questionnaire ici de mémoire. Ils avaient fait passer des questionnaires à tous les enfants de l'école et chacun devait citer ses amis s'il y en avait. Okay, donc on voit qu'il y a des personnes qui ne citent personne, okay, qui sont manifestement seules, mais les autres peuvent citer éventuellement un, deux, trois amis. Okay, donc si jamais on regarde par exemple ici, la personne qui se trouve en haut, elle mentionne un seul ami, qui est celui qui est juste en dessous. Okay, mais sauf que si on le regarde dans le sens, on voit que la personne qui est juste en dessous, elle va mentionner deux amis. Il y avait la première qui était au-dessus, et il y aura une autre personne qui est juste là. Okay, donc on voit que les mentions ne sont pas réciproques. Okay, il y a A qui va mentionner B, mais B ne mentionnera pas A. D'accord, ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est, alors, on parlera un petit peu de représentation des graphes juste après, mais on voit quelque chose arriver sur ce graphe, c'est que on a ce qu'on appelle de l'homophilie. L'homophilie, c'est qui se ressemble, s'assemble. Okay, et donc, on voit que les individus qui ont les mêmes variables, alors ma variable x, c'est la classe, dans ces cas-là, ont tendance à être davantage reliés que les autres. Donc, on voit arriver ici, donc les niveaux et les âges se font de manière croissante en descendant. Okay, donc, les petits nouveaux, les 7e années, sont en haut. Okay, donc, on a les petits nouveaux qui sont en haut, qui sont un petit peu mélangés avec les 2e années. Okay, puis après, on a quand même une espèce de rupture où on voit arriver les 3e, 4e, 5e années, 6e années, qui sont au contraire, eux, beaucoup plus emmêlés. Okay, donc manifestement, dans cette école, il y a quand même une espèce de grosse ségrégation entre ces deux groupes. Et on voit que les amitiés se font essentiellement, enfin, en tout cas sur ce graphe, en tout cas beaucoup par classe d'âge. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on a fait, on a tracé un graphe. Okay, alors je reviendrai un petit peu sur comment est-ce qu'on fait pour tracer des graphes, parce que ce n'est pas unicité. Okay, c'est un problème de projection en grande dimension. J'ai juste des nœuds et je sais qu'ils sont connectés, mais je veux les voir. Okay. Et ici, j'ai mis une couleur qui correspond aux classes. Mais on pourrait regarder un autre type de couleur. Sur le même graphe, on peut mettre la couleur de peau. Donc, on sait si les personnes sont blanches, noires ou autres, ou enfin, le reste. D'accord. Et on voit que là aussi, on a quelque chose de très fort qui ressort, dans le sens où on va retrouver un découpage, une forte ségrégation entre les enfants, dans le sens où les blancs sont amis avec les blancs, les noirs sont amis avec des noirs. Okay, il y a peu d'interconnexion entre blanc et noir, mais il y en a quand même quelques-unes. On voit qu'on a tout un fouillis de liens qui existent. Okay, mais les liens, en tout cas, semblent moins forts que ceux qui peuvent exister entre les enfants blancs et les enfants noirs. Okay. Ici, on a un graphe avec là aussi une enquête qui avait été faite dans un établissement de fin de secondaire, high school, okay, début collégial, où on voit des notions de romance qui apparaissent. Donc, on voit des relations qui ont pu exister entre personnes. Alors, les couleurs ici indiquent un genre. Donc, on a les garçons en bleu, les filles en rose. Et on peut voir les relations amoureuses qui ont pu exister dans cette école. Okay, donc, c'est des choses qui sont assez classiques et qu'on peut visualiser. Alors, je vous ai pris un dernier exemple qui est un exemple en contrat d'assurance contre le cyber-risque, okay, dans lesquels on essaye de comprendre un petit peu quel type de connexion on a. Donc, on a plusieurs types de graphes qui vont exister. Donc, un graphe relativement homogène, le cas de gauche, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu connecté avec tout le monde. Okay, au contraire des graphes en cluster très très fort, okay, dans le sens où on a quelques personnes qui vont se regrouper ensemble et avoir avec relativement peu finalement de relations qui vont exister entre chacun des groupes. Et au contraire des graphes en étoiles. Les graphes en étoiles, c'est un peu comme ceux qui sont précédents, sauf qu'on est obligé de passer par un point central pour pouvoir échanger des informations, de l'argent, ce genre de choses. Okay. Pensez éventuellement à un mécanisme de crédit ou un mécanisme d'assurance. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire des slides sur l'assurance peer-to-peer. L'assurance collaborative, c'est l'idée qu'on peut se prêter de l'argent entre individus. Donc l'assurance, c'est l'idée que tout le monde est séparé. C'est un système très centralisé dans le sens où tout le monde va donner de l'argent à une compagnie d'assurance qui ensuite va indemniser. L'assurance collaborative, au contraire, c'est un graphe comme celui de gauche où on va se mettre d'accord entre deux individus pour dire si jamais moi j'ai un sinistre et toi tu n'en as pas, ben dans ces cas-là, tu vas me donner 100 $. Si jamais c'est toi qui as le sinistre et pas moi, dans ces cas-là, je te donnerai les 100 $. Et si on en a un tous les deux, ben on ne se donne pas l'argent. Et si le graphe est suffisamment connecté, ben dans ces cas-là, on peut mettre en place un mécanisme d'assurance. Okay, donc, c'est des choses qui sont relativement connues en crédit. Le crédit, en particulier dans les pays en développement,
le microcrédit, c'est fondamentalement ça. C'est l'idée de se prêter de l'argent entre les différentes personnes. On voit qu'il y a une différence très forte entre tout le monde se prête un petit peu d'argent et un mécanisme centralisé où quelques personnes donnent de l'argent au reste du village. D'accord ? Donc là, on a un type de société très, très, très différent. Ok. Alors, juste pour parler un tout petit peu de la mise en œuvre, donc il y a un package que j'aime beaucoup qui est iGraph. Donc il y a beaucoup de graphes qui existent, enfin le package de graphes en R qui existe. Je vais essentiellement utiliser celui-là parce que il est très complet. Il est sans cesse en développement et il existe un équivalent en Python. Donc on peut soit le faire en R, soit le faire en Python, il n'y a aucun souci. Okay. Donc, juste pour vous montrer quelque chose, ici j'ai créé un graphe tout simplement en faisant une matrice de connexion. Okay, donc je vais en fait décrire chacun des nœuds qui vont exister, enfin des edges qui vont exister. Donc je vais définir toutes les relations. Par exemple, le 5e nœud, il sera entre l'individu 4 et l'individu 5. Okay. Le 8e, il sera entre le 6e et le 7e. Okay. Donc, en caractérisant ça comme ça, on voit apparaître deux informations. Ici, je récupère les 8 liens qui existent. Et en regardant les données qui sont ici, et là, bon, on voit arriver les 7 nœuds qui existent dans mon graphe. D'accord ? Donc, on va créer un graphe avec 7 nœuds et 8 liens, okay, parmi toutes ces personnes. Donc, pour l'instant, c'est sous forme de data frame. Alors, je peux le transformer en un graphe tout simplement avec la fonction graph from data frame. Okay. On pourrait faire un graph from agency. Donc, si jamais je définissais une matrice d'adjacence, je pourrais utiliser cette fonction-là. Donc, il y a toutes sortes de fonctions pour définir un graphe à partir de toutes sortes d'inputs. Okay. Donc, ici, c'est un data frame. Je pourrais aussi utiliser une notation un petit peu tordue qui consiste à dire je peux relier 1 et 3, puis je peux relier 4 et 5. Okay. Donc, on peut avoir cette notation qui me permet de définir des liens dans un graphe. D'accord ? Donc là, ça me permet de créer mon graphe. Donc, cette fois-ci, mon objet G et un graphe, okay, et après je le plotte. Voilà. Donc c'est ce qui est fait ici, donc sur la partie de droite, où j'ai lancé en fait 6 fois ma fonction. Et alors, en fait, les fonctions qu'il va remettre par défaut, ce sera celui-là et celui-là. Donc, il y a un petit souci, alors c'est un problème d'identifiabilité si vous voulez, mais c'est si jamais je rappelle plusieurs fois cette fonction-là, en fait, il va mettre le graphe un petit peu dans tous les sens parce que chaque fois, il le projette d'une manière un petit peu différente. Okay. Donc les graphes par défaut de R auront cette forme-là. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que les personnes les plus centrales, quelque part, sont au centre du graphe, les personnes les plus isolées sont sur les bords. Je le dis un peu rapidement, je reviendrai sur cette notion-là un peu plus tard, mais c'est l'idée un peu qui va transparaître ici. Et après, le reste, j'ai imposé des structures. Donc, par exemple, ici, on a une structure en forme d'arbre. Okay. Donc, avec voilà, ce petit dessin. On a quelque chose de circulaire aussi. Les graphes circulaires sont assez classiques. C'est-à-dire, je mets tout le monde sur un cercle et je vais mettre des connexions qui vont exister entre tous mes individus. Voilà. Donc, on va connecter tout le monde. Okay. Donc, ça existe aussi beaucoup. Ce graphe-là en circulaire existe aussi beaucoup sur les réseaux, enfin, sur les graphes dirigés. Quand par exemple, si jamais vous voulez regarder des accidents de la route, par exemple, donc des accidents de la route, dans certains cas, ça implique 2 véhicules, okay, et il existe des classifications pour les accidents de la route. Donc, par exemple, est-ce que c'est un accident que vous avez eu en avançant tout droit? Est-ce que c'est un accident en reculant? Est-ce que vous avez percuté une voiture sur votre gauche, sur votre droite? Donc, vous avez ça pour le conducteur A et l'autre pour le conducteur B. Normalement, on doit avoir une espèce de match qui est moi j'avançais, l'autre voiture avançait aussi, donc on était face à face, on s'est rentré dedans. Okay. Donc ça peut arriver, par exemple, sur des parkings. Il y a le cas classique des accidents de la route sur la route, c'est-à-dire il y a la voiture qui était devant qui avançait, moi qui avançais aussi, donc moi je l'ai percutée alors qu'elle avançait, mais elle avançait aussi. Donc on n'était pas face à face, on avançait dans la même direction. Mais voilà, c'est un accident standard quand il y a de la congestion. Okay. Donc on peut essayer de regarder les différents types d'accidents et essayer de connecter entre deux conducteurs les types de connexions qui peuvent exister. Okay. Alors, sur la représentation des graphes, je vais juste vous montrer un petit exemple où, dans certains cas, on a envie de mettre les nœuds à un endroit très précis. Donc, mon graphe, je n'ai pas envie qu'il se fasse de manière complètement aléatoire parce qu'éventuellement, mes points sont localisés. Okay. Donc, je vous ai pris un exemple ici dans un petit article qui était paru en 2017 qui consiste à regarder des flux dans une ville en Malaisie. Okay. Donc, on a différents croisements.
Okay, donc des gros croisements dans la ville, et on essaye de voir un petit peu comment le trafic se fait, en particulier si jamais vous décidez de faire des travaux. Il faut se demander, est-ce qu'il y a possibilité pour les personnes de contourner ces travaux. Donc d'ailleurs, c'est ce genre de graphe qui a donné lieu à des paradoxes assez marrants, en particulier à New York, quand ils faisaient des travaux sur des ponts. Ils ont montré que, je ne sais plus en quelle année, mais il y a eu un cas où quand ils bloquaient un pont, tout d'un coup, ça a fluidifié le trafic. Okay, essentiellement parce que tout le monde avait l'habitude de faire de la congestion pour l'entrée de ce pont, puis quand le pont a été fermé, en fait, les deux groupes se sont répartis sur deux autres ponts qui existaient autour, et finalement, le trafic est devenu beaucoup plus fluide. Okay, donc, regardez l'impact de travaux, ça peut être très important. Okay, on s'éloigne un petit peu des problématiques de risque, mais jamais beaucoup non plus. Puisque si jamais vous avez de la congestion, généralement, ça peut augmenter la fréquence de sinistre. Donc, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Mais ici, par exemple, donc dans le papier, j'ai mis le papier parce qu'en fait, on peut aller faire une lecture automatique de la base avec les localisations. Et si j'avais été localisé tout le monde à la main, je vous renvoie la capsule sur les données spatiales pour expliquer. Donc là, on voit quand même apparaître quelque chose qui nous fait penser à une latitude et une longitude. Okay, donc en fait, j'avais géolocalisé comme ça les 10 nœuds qui étaient mentionnés dans l'article et les routes qui existaient. Donc on voit les routes sur le graphe d'OpenStreetMap derrière. Et à la main, j'avais juste fait des segments pour montrer qu'il existait des connexions. Donc par exemple, que le nœud 4 et le nœud 3 étaient connectés. Okay, alors techniquement, c'est même des graphes dirigés. Hein. C'est qu'il y a certaines routes qui sont en sens unique. Okay, donc là, on va arriver pleinement à la notion de graphe. Okay, alors comment ça se fait ce graphe? Comment j'ai fait pour superposer déjà avec OpenStreetMap? Donc c'est facile, il y a une librairie OpenStreetMap qui permet de récupérer un fond de carte en OpenStreetMap. Je lui donne mes latitudes et mes longitudes en gros de mon carré qui va constituer mon image. Okay, et je rajoute mes points en noir, donc qui sont les nœuds de mon graphe. L'autre solution pour extraire les données, c'était d'utiliser une librairie qui s'appelle un Tabulizer qui permet d'aller extraire des tables dans un fichier PDF. Donc c'est ce que j'avais fait ici, où je peux récupérer toutes les données en fait qui sont dans le fichier PDF, y compris les capacités par exemple. Donc on peut voir combien de personnes passent tous les jours par ces routes. Okay, donc ce graphe, je peux le représenter sans le fond de carte. Okay, donc je peux utiliser la fonction dans les graphes. Okay, donc j'ai un graph from data frame. Donc c'est le même genre de fonction que tout à l'heure. Okay, je lui demande de me faire un plot de G. Si jamais je veux spécifier très exactement où je veux mes points, on utilise la fonction layout. Donc layout me dit où est-ce que je vais mettre mes nœuds. Donc le layout, ce sera une matrice, essentiellement une matrice avec deux colonnes, en X et en Y, parce qu'en fait, fondamentalement, ici, on a X et on a Y. Donc un graphe, c'est jamais quelque chose en dimension 2. Hein. Donc on a des X et des Y, et on lui dit juste, mets-moi les nœuds. Alors, les nœuds 1, 2, 3, 4, 5, parce que par défaut, ils sont notés comme ça, vont être localisés aux différents endroits. D'accord? Donc on a les 10 nœuds qui existent ici avec quelque chose d'un petit peu particulier. Alors ça, c'est la terminologie des flux qui sont l'entrée et la sortie. Okay, donc on imagine que c'est un système de canalisation. Okay, j'envoie de l'eau, j'envoie des individus qui arrivent tous en S et je me demande comment est-ce qu'ils se répartissent ensuite dans le graphe. Donc on a le graphe qui apparaît ici avec le nombre moyen de personnes et on peut se demander c'est quoi qu'est-ce qui se passerait par exemple si jamais je décidais de fermer une route. Okay, donc comment le trafic se partagerait entre les différents nœuds et où est-ce qu'on aurait de la congestion. Okay, mais l'idée, c'était juste de vous montrer que je peux spécifier les endroits où je veux mettre mes points. Donc ça, c'est intéressant, c'est que si jamais vous appelez plusieurs fois la fonction, au moins, vous aurez toujours visuellement le même graphe, c'est avec cette fonction layout. Okay. Je vais discuter peut-être 5 minutes des graphes aléatoires. Donc les graphes aléatoires, c'est le fait que en fait, je peux faire des modèles probabilistes. Donc mes individus sont des points, puis je peux juste me dire peut-être que l'existence de liens entre eux, c'est quelque chose d'aléatoire. Donc c'est comme on fait en stats, c'est de se dire la présence ou pas d'une connexion, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Okay, donc en fait, tous les EIJ, qui sont les connexions entre les E et entre un nœud I et un nœud J, ça va être une variable de Bernoulli, par exemple. Okay, en particulier, donc, ce que propose le graphe de Erdős-Rényi, c'est un graphe avec une probabilité P. Okay, donc, par exemple, je veux mettre des connexions entre les gens avec une probabilité de 1,5. Okay, donc n'importe quel individu est connecté avec un autre avec une chance sur 2 et on se demande quel est le graphe qui va être construit à partir de ça.
Donc ce genre de graphe nous donne un graphe très, très connecté, si je mets la probabilité suffisamment élevée, mais surtout très homogène. C'est-à-dire que n'importe qui a autant de chances qu'un autre d'être connecté avec n'importe qui. Okay. Donc ici, c'est le cas un peu extrême où quasiment tout le monde est connecté avec tout le monde, mais ici, par exemple, on voit des connexions qui disparaissent de manière un petit peu aléatoire. Okay. Donc dans le package iGraph, je peux générer des graphes, okay, et les représenter. Donc ici, par exemple, je lui demande de me générer un graphe, okay, puis je le représente. Ici, mon layout, je lui demande que ce soit sur une forme circulaire, donc je vais mettre tous les nœuds sur un cercle pour pouvoir visualiser les connexions. Donc ça, c'est le graphe de R2-Schrödinger. Alors, il est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que les degrés, bah, ça suit forcément une loi binomiale. Okay. Et on va se souvenir que si jamais j'ai beaucoup de monde dans un graphe, ce qui arrivera souvent, hein, pensez à un graphe de type Facebook où vous avez des milliards de personnes possibles, mais le nombre de connexions est très petit. Ben, ce qu'on peut montrer, c'est que le nombre de connexions d'une personne, ben, finalement, ça suit quelque chose comme une loi de Poisson. Okay. Donc on peut utiliser l'approximation d'une loi de cette loi de Bernoulli par une loi gaussienne, mais surtout une loi de Poisson. Okay. Donc en fait, des graphes dans lesquels on a des distributions sur les degrés qui ressemblent à des lois de Poisson, en fait, c'est souvent que derrière se cache un graphe d'Ardo-Schrödinger. Okay. Donc ça, c'est des graphes intéressants parce que c'est des graphes qui sont très connectés, mais très homogènes. Okay. Alors on va les opposer à un autre type de graphes qui sont les graphes de type Parabasi-Albert, qui sont des graphes, ce qu'on appelle en loi puissance, power law, en scale free. C'est-à-dire que la distribution des degrés, okay, donc c'est ma fonction qui se trouve ici, ma distribution de degrés, elle suit une loi de puissance. Okay, donc pour ceux qui se souviennent du cours de loss distribution, ça vous ferait penser normalement à une loi de Pareto. Okay, donc la loi de Pareto, c'est la loi qu'on retient en économie pour les lois qui sont en fonction de puissance. Okay, donc ici, la propriété d'avoir un degré delta, c'est quelque chose qui est en delta puissance moins alpha. Okay. Alors, c'est pas exactement une Pareto, parce que Pareto, c'est défini sur des choses qui sont continues. C'est sur des coûts de sinistre, c'est sur des durées, c'est sur ce genre de choses. Ici, on est sur des données de comptage. Je compte combien de personnes a d'amis. Les degrés, c'est défini sur n. Et donc, il faut avoir une version discrétisée de ça. Donc, ça peut être la loi de Zipf. Voilà, il y a toutes sortes de terminologies là-dessus. Mais c'est des choses qui sont très étudiées en théorie des valeurs extrêmes. D'accord ? Donc, je vous renvoie à des cours, on n'aurait pas parlé de réassurance. En réassurance, c'est assez classique d'avoir des lois en fonction de puissance. Okay. Donc, on est vraiment très différent en termes de modèle, où dans un cas, on est sur une distribution de Poisson. Distribution de Poisson, donc c'est R2-Schrödinger, c'est gentil, les distributions de Poisson, c'est l'espérance égale la variance. Ici, on est sur des power laws, c'est-à-dire que potentiellement, ma variance peut être très grande. Donc là, tout d'un coup, on va avoir des graphes qui sont, au contraire, beaucoup plus concentrés. On sera vraiment sur des graphes en étoiles. Je vous en générerai tout à l'heure pour vous montrer à quoi ça ressemble. On est sur des graphes où il y a quelques personnes qui sont très centrales. Donc ça, c'est des graphes qu'on utilise beaucoup en marketing en se disant, il y a des influenceurs, okay, c'est eux qu'il faut cibler pour pouvoir toucher tout le monde. Donc ça ne sert à rien d'envoyer des courriels à tout le monde. Il vaut mieux cibler les influenceurs qui vont ensuite diffuser l'information. Alors, je vais vous montrer une petite application, puis après on fait une petite pause. C'est sur les modèles de pandémie. Donc, ce problème de contagion, alors je suis revenu sur un problème un peu contemporain parce que je me suis dit que ça vous parlerait sûrement. Enfin, si vous lisez un petit peu ce qui se publie en ce moment, donc en ce moment étant 2020, c'est-à-dire cette période où on a la Covid qui m'oblige à faire court en capsule vidéo. Donc, on a tous ces modèles d'études de pandémie qui sont proposés, qu'on voit arriver dans quasiment tous les journaux, où on voit évoquer ce modèle CIR. Donc le modèle CIR est un vieux modèle développé dans les années 20, qui est un modèle relativement simple, d'accord. Donc c'est pas ce qui va nous permettre de modéliser la Covid, mais en tout cas c'est un modèle de contagion relativement classique qui peut marcher pour modéliser peut-être du HIV, pour modéliser des grippes ou ce genre de choses. En tout cas c'est la base d'un modèle qui pourrait être complexifié. Donc l'idée d'un modèle SIR, c'est quoi? C'est que fondamentalement on a trois groupes d'individus. On a des personnes qui sont susceptibles d'être contaminées, des personnes qui sont affectées, qui sont contagieuses, et les personnes qui se sont remises de la maladie, donc qui l'ont eu et qui se sont remises. Donc on a pensez à une grippe, on va faire ça de manière simple. Et comment est-ce qu'on définit les dynamiques des pandémies? On les définit par des EDO, c'est-à-dire des équations différentielles ordinaires. Donc on est presque sur des modèles classiques de finance en fait. Donc c'est les modèles dynamiques. Donc, je suis désolé, j'avais dit que je ne parlais pas de série temporelle, mais c'est juste pour ce cas-là où je vais en parler un tout petit peu. Donc, où on a une dynamique, genre pensez à vos modèles de courbe de taux ou ce genre de choses. Donc on a ici trois états.
D'accord? Donc il va falloir nous donner 3 des équations pour donner les dynamiques de chacun des états. Okay. Donc le point, c'est que le nombre de susceptibles va diminuer. Il va diminuer, pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à une population d'infectés qui peut les contaminer. Okay. Donc à quelle vitesse est-ce que ça va partir? Ça va partir donc pendant un temps de t delta t, dt, pardon, le nombre de susceptibles va diminuer de manière proportionnelle à st. Donc plus vous avez de personnes susceptibles, plus le nombre de personnes qui va disparaître de cette catégorie parce qu'en fait elle va être infectée. Donc ça c'est juste dire en fait la proportion de personnes infectées. On travaille plutôt sur une proportion de personnes infectées, si vous voulez, pas de personnes susceptibles qui vont devenir infectées. Et comme on a une notion de contagion, plus il y a de personnes infectées, plus vous avez de chances d'en faire partir dans cette catégorie des infectés. Okay. Donc on retrouve ce produit IT fois ST, okay, avec un certain taux bêta. Donc classiquement, on dit que bêta, c'est un taux de contact. Okay. Donc c'est les contacts entre les personnes malades et les personnes saines, si vous voulez. Okay. Donc il y a une partie de la population qui part comme ça à chaque étape de ma classe S vers la classe DI. Donc forcément, dans la classe I, ça augmente. Donc ça augmente avec les mêmes taux, hein, encore une fois. Quand je pars de ma classe S, je vais forcément dans la classe I, et à la fin, je vais forcément dans la classe des personnes qui sont recovered. Okay. Il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'hôpital, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un modèle très très simple de je suis sain, je suis infecté et infectieuse, et je suis saine, et sous-entendu, j'ai des anticorps, et donc je ne peux plus attraper la maladie, je ne peux plus non plus la transmettre. Okay. Donc je suis pas dans la catégorie, je peux pas retomber dans la catégorie LS, donc on n'a pas cette boucle. Okay. Donc on voit là, je commence déjà à faire un graphe, même si c'est pas celui-là qu'on va faire par la suite. Mais voilà, je peux pas retourner dans ma classe des susceptibles, je ne peux pas retomber malade, j'ai acquis une immunité, et je peux pas redevenir contagieux non plus. Okay. Donc le nombre d'infectés augmente. Okay, ils sont transférés depuis cette catégorie S, mais il y en a aussi qui vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas être malades indéfiniment. Okay, les personnes qui ont la grippe, au bout de 10 jours, elles disparaissent dans la catégorie des recovered. Okay, et là, à quelle vitesse ça part? Ça part, en gros, c'est des départs en loi exponentielle. Donc la durée pendant laquelle vous êtes malade, ça suit des lois exponentielles. Okay, donc je pars avec ce gamma IT, et donc forcément, à la fin, je les récupère dans ma catégorie RT. Okay. Donc c'est vraiment juste un problème d'équation différentielle toute simple. Okay. Et ça se génère de manière très simple. Donc il suffit d'avoir mes deux paramètres, mon bêta et mon gamma. Et puis dans ces cas-là, je déroule ma dynamique. Alors au début, je mets tout le monde à 0, sauf dans ma catégorie où je mets tout le monde à 1 dans mes susceptibles. Okay. Donc au début, tout le monde est susceptible. Alors je vais juste me dire qu'il y a, je sais pas, 0,1% de personnes qui sont infectées. Okay. Donc j'ai vraiment quelques personnes qui sont infectées dans ma population, et qu'est-ce qui se passe? D'accord. Dans ces cas-là, on met en place le système dynamique, et donc c'est l'équation de l'air standard. Okay. Donc ce que je dis, c'est que ce DST, c'est la différence entre ST et ST-1. D'accord. Donc ST, c'est ST-1, moins les personnes qui s'en vont. Donc moins DT fois bêta fois le nombre de personnes affectées en T-1 fois le nombre de personnes susceptibles en T-1, etc. Okay. Donc je continue comme ça et j'ai ma dynamique. Et donc on voit ce graphe qui se dessinait ici. Okay. Donc quand le temps avance, on voit que la proportion de susceptibles en rouge va diminuer. Okay. Pourquoi? Parce que les personnes vont attraper la maladie puis devenir immunes. Okay. Donc la catégorie des recovered, elle augmente. Et entre les deux, il y a cette étape où on voit des personnes infectées. Et donc on voit apparaître, donc là c'est des graphes que vous avez dû voir 1000 fois il y a 6 mois, c'est cette histoire de flatten the curve. Il faut absolument éviter qu'il y ait trop de personnes dans les hôpitaux. Donc c'était la grande critique sur le modèle Covid, qui est de dire le nombre d'infectés doit être plafonné. Okay. Donc il faut, alors, je ne vais pas faire du contrôle ici, voilà, faut essayer d'agir en gros sur le bêta pour éviter d'envoyer trop de monde dans la catégorie infectée, d'où l'idée du lockdown, d'où l'idée de porter des masques et ce genre de choses. Okay. Donc baisser le bêta permet tout d'un coup de souffler un tout petit peu, en tout cas d'avoir moins de contagion ou de les étaler. En fait, ce n'est pas une disparition, c'est juste qu'on va étaler, flatten the curve, c'est juste on va l'aplatir, on se donne juste plus de temps avant que les personnes deviennent infectées et immunes. Okay. Et voilà la dynamique qu'on a. Donc ça, c'est une dynamique classique de SIR, mais qui a une vision très 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 macro, c'est-à-dire je regarde au niveau global, je suppose quelque part même que j'ai une espèce d'individu représentatif, comme on fait en économie, et puis voilà, donc on a notre dynamique, et puis on est un peu bloqué là. Mais on voit que c'est pas très satisfaisant. Qu'est-ce qui se passe si on faisait des graphes? Parce que finalement, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être raisonner pour modéliser une pandémie. Une pandémie, c'est jamais que des gens qui ne sont pas connectés. Okay, donc plus j'ai de connexion, plus il y a de chances pour que je transmette la maladie à d'autres personnes. Et en fait, dans le package J-Graph, on peut maintenant faire des modèles d'épidémiologie. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. Alors j'ai généré deux types de modèles.
un modèle en power law, à la Barbasi, où on voit, on a une personne très 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 centrale, ok, avec des personnes très connectées autour. Enfin voilà, on a un graphe très central, et ici au contraire un graphe à l'aire de Shreni avec des diffusions qui sont, des connexions qui sont beaucoup plus diffuses. Okay, et la question qu'on va se poser, c'est maintenant, au lieu de raisonner au niveau macro, est-ce que je pourrais pas faire une transmission de maladie là-dessus? Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va faire en risque de crédit. Hein. Si vous voulez faire proprement du risque de crédit dans un portefeuille, par exemple, d'entreprise, vous allez vous dire, bah, OK, il y a une entreprise ici qui fait faillite, qui ne peut pas rembourser à l'autre, qui ne pourra pas rembourser à l'autre, et donc vous essayez de voir un petit peu comment est-ce qu'une dynamique de faillite peut se mettre en place. Okay, bah, ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans un tissu assez dynamique de petites entreprises, ou quand au contraire vous avez une structure avec un énorme employeur ici. Vous avez ici Bombardier, plein de succursales, qui eux-mêmes ont des sous-traitants, et donc si jamais Bombardier fait faillite, ça va se diffuser sur tout le graphe de manière assez intense. Okay, alors au contraire, si jamais c'est une succursale qui fait faillite, le système est peut-être un peu plus robuste. Mais on voit que ça reste très sensible sur certains très 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 gros acteurs. Contrairement à ce graphe-là, où on pourrait quand même se demander est-ce qu'il n'y a pas quelques acteurs qu'il faudrait suivre de manière fine pour pouvoir savoir ce qui se passe. Autre info, les deux graphes. Alors ici, c'est pour faire mon dessin, j'en ai généré que 500, je crois. Moi, je vais générer des graphes de 1000 personnes et on va se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe si jamais je commence à mettre une maladie. Donc, je vais avoir quelques personnes, alors je vais les mettre de manière complètement aléatoire. Je vais donner la maladie genre à 5 personnes et je vais voir comment est-ce que la maladie se diffuse. Okay, donc, en moyenne, je dis que chaque personne va pouvoir refiler la maladie à 2 autres. D'accord, ce qui est une hypothèse pas complètement irréaliste dans certains types de pathologies. Okay, donc, on va voir à quel point est-ce que ça se diffuse. Et en particulier, donc on voit arriver quelque chose de simple. C'est si jamais j'ai un graphe en power law, on voit qu'assez vite, une personne va contaminer le cœur. Et une fois que le cœur est contaminé, ça va se disséminer très très vite. Donc ça, c'est une propriété qu'ont les graphes en power law, qui sont que toute personne est vite connectée à une autre. Tout simplement, il suffit de passer dans ces super spreaders, quoi, dans ces nœuds de très très forte diffusion pour pouvoir contaminer une autre personne. Au contraire, dans un graphe qui est comme celui de graphe, le R de Shreni, pour pouvoir arriver à certaines personnes, il va falloir prendre un petit peu de temps. Okay, donc ça veut dire que la maladie elle va s'étirer pendant une durée très 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 longue. Donc là, on est typiquement dans un cas, alors, le graphe de gauche, c'est un graphe qui est très dangereux parce qu'on a des super spreaders, donc c'est celui qui va mettre en danger le service hospitalier, dans le sens où tout d'un coup, on va se retrouver avec une proportion de personnes malades qui est très 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 importante. Okay, donc on peut avoir un tiers de la population qui est malade en même temps. Okay, mais la maladie, en un mois, si jamais le système hospitalier a résisté, c'est fini. Alors que le deuxième, ça va s'étirer sur 8 mois, parce qu'essentiellement, une personne va être malade, elle va le retransmettre tranquillement à une autre, qui va le transmettre à une autre, qui va le transmettre à une autre, qui va le transmettre à une autre. Donc le fait d'avoir des choses beaucoup plus diffuses fait que le système de santé tient, okay, mais ça va prendre un temps fou pour que la maladie s'arrête. Okay, donc ça, c'est vraiment les deux différentes approches en fonction des graphes. Donc on peut le faire par simulation. Donc en particulier, on a ces fonctions de SIR qu'il y a dans le package iGraph. Donc je génère les mêmes types de maladies. Hein. J'ai un modèle bêta avec des contacts A4 et des gamma A2, et on voit les deux approches très différentes. Le modèle à la Barbasi en power law dans lesquels on arrive quasiment à la moitié de la population qui est malade en même temps, très rapidement. Okay, pendant le premier mois, on a la moitié de la population. Au bout d'un mois, on a la moitié de la population qui est à l'hôpital. Okay, j'essaie de transcrire ça dans un langage type Covid, mais voilà, qui sont malades en tout cas. Et au contraire, si jamais j'ai un graphe à la R de Shreni, avec au contraire des degrés qui suivent notre poisson, ben dans ces cas-là, ça va s'étirer pendant très longtemps, mais par contre, on a réussi à aplatir la courbe. Okay, donc, les graphes sont hyper intéressants pour des modèles de contagion, pour les modèles de risque de contagion. Okay, et pour aller plus loin, je vous renvoie juste un package qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est EpiModel, qui permet de générer toutes sortes de modèles, y compris des graphes dynamiques, okay, puisque là, je simplifie de manière très simple en disant une personne est connectée avec une autre, mais en fait, il y a des personnes avec lesquelles je suis connecté si jamais je vais dans le métro, parce qu'on prend tous le métro à peu près à la même heure, et donc on est connecté temporairement ensemble. Si jamais je prends plus le métro, je suis plus connecté à elle, et donc on peut imaginer des dynamiques de graphes un peu plus complexes. Ok, je vais faire une petite pause ici et je reprends les graphes dans un instant. À tout de suite.